Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Une rétro-info de la semaine. La semaine écoulée, comme chaque samedi. Vous aurez remarqué que plus rien n'étonne, ni ne choque, ni ne retient l'attention, aussi important, aussi révoltant, aussi inquiétant soit-il. Trop de scoop tue le scoop, comme trop d'impôts tue l'impôt. Tout pourrait se passer, tout et n'importe quoi, qui ne soulèverait pas le moindre intérêt en ces temps étranges, où les gens lisent à peine les unes des journaux avant de passer directement à la page sport ou à celle des mots fléchés. Jamais il n'y a eu autant de journaux dans les kiosques, ni autant de chaînes à la télé, ni autant de stations à la radio, ni autant de sites internet en ligne. En veux-tu, en voilà. À profusion, à ras-le-bord, ad nauseam, au point où les gens regardent leurs films, télécommande à la main, télécommande dégainée, prêts à zapper à la moindre longueur. Désintérêt pour la chose publique, pour la chose politique, pour le malheur des autres, est devenu le cap de navigation télévisuelle, parce que le temps est à l'émission débilitante, au feuilleton loukoum, aux prêcheurs qui vocifèrent, aux minés qui miaulent et aux piafs qui roucoulent. Le temps est à l'étalage dégoulinant et à l'histoire, avec un H majuscule, l'histoire en toque, taillée à la mesure des gogos, dorée sur tranche, enrobée de sucre glace, pour être gobés en douceur. Ceux qui ne sont pas dans ces rails prêchent dans les cimetières, au mieux dans les déserts. Même pas la peine de rappeler que nous vivons des moments décisifs, des moments inquiétants, voire même les derniers jours d'une prospérité illusoire où la bombance avait fait oublier qu'on paye toujours la facture des restaurants. En attendant, et entre deux navigations aléatoires, c'est à peine si les siestards marmonnent quelques vagues imprécations. Ils dorment du sommeil du juste, du sommeil du rassasié, celui qui a fermé ses écoutilles et ramené son périscope. Ils sont en catalepsie, en hibernation. Aujourd'hui, Al-Watan, immigration clandestine à Annaba, arrestation de 76 haragas, dont 3 femmes et 3 enfants, par Mohamed Fawzi Gaïdi. L'expression Ould Abbas, Bel Khadem et Bel Ayat abattent leurs cartes. FLN, la guerre de position, par Saïd Bousta. Jeune Afrique, Algérie, le Sud grogne contre une facture d'électricité salée, par Jamila Ultratab. nous allons donc parler des principaux événements de la semaine passée. Le problème de la surfacturation électrique dont se plaignent nos compatriotes du Sahara. Le problème récurrent et de plus en plus grave des haragas. Et enfin, le sujet du FLN qui est en train de défrayer la chronique en ce moment. Et nous n'oublierons pas de rendre hommage à notre collègue, journaliste, photographe, directeur de l'Algérie, de l'agence New Press, Wahab Abat, décédé il y a 2 jours environ. Merci beaucoup. Marhaba bikum. Alors, j'ai le plaisir de recevoir, pour en parler, Brahim Omansour, militant, enseignant, chercheur. Merci. Arab Azi, ex-député du FFS. Nous aurons avec nous Faisal Matawi qui sera avec nous à la fin de l'émission puisqu'il a affaire, il nous a prié de l'excuser. Et nous commencerons par Hassina Zegzeg, très connu pour avoir milité très fortement dans l'anti-gaz de schiste. Hassina Zegzeg, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Hassina Zegzeg, nous allons donc commencer par ce sujet de la surfacturation électrique dont se plaignent les habitants du Sahara algérien. Essayez de nous expliquer un peu de quoi il ressort.
C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Oui, je vous en prie, je vous en prie. Oui, cette année, en fait, on avait l'habitude que les factures d'électricité soient soutenues. Hassina Zegzeg. Allô? Oui, on vous écoute, Hassina Zegzeg. Il y a un problème de retour, je crois, mais nous vous entendons très bien. D'accord. On avait un problème l'année dernière, juste l'année dernière, les factures d'électricité étaient à peu près soutenues. On avait des tarifications spéciales sud. Cette année, plus de tarifications, donc le résultat des factures de 25 000 à 70 000 dinars. Mais pourquoi, Hassina Zegzeg? Expliquez-nous un peu. En fait, je crois que les gens ne savent pas qu'au sud, pendant les 4 ou 5 mois de grande chaleur, les gens, du moins qui disposent de l'air conditionné, des climatiseurs, les mettent jour et nuit, parce que ce sont des températures absolument insupportables, qui atteignent parfois les 50 degrés à l'ombre, et que les gens n'ont pas d'autre choix que de mettre les climatiseurs. Il y a même des gens qui ne disposent pas de climatiseurs, qui se réfugient dans les foyers, dans les familles qui en disposent, et donc forcément, la facture est très lourde, et dans la plupart des cas, dépasse les revenus des gens qui les utilisent. C'est bien ça, Hassina Zegzeg? Absolument. La facture est lourde en dinars. Quand vous avez parlé de 5 mois, je pense que concernant la population d'Ain Salah, il y a 2 jours qu'on a éteint les climatiseurs. 2 jours seulement, en octobre. En 2 jours octobre. seulement, oui. Ouais. Absolument. Et encore l'après-midi, on les rallume. Il y a 2 jours, quelle température il faisait avant que vous n'éteigniez les climatiseurs? Il y a au moins 40 degrés. À Ain Salah, on n'a pas d'automne. 40 degrés au mois d'octobre. 40 degrés au mois d'octobre. Absolument, oui. Ah oui, oui, oui. On a très chaud. Bon, la matinée, il fait frais, le soir, il fait frais, mais l'après-midi, c'est pareil. Hein, on est obligé d'utiliser les climatiseurs. Et en général, les maisons sont équipées de 2 climatiseurs au moins. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des factures qui vont de 25 000 à 70 000 dinars. Et les gens du Sud ne bénéficient pas de réduction particulière? Il y en avait une, mais c'est fini. Ah bon? C'est fini. On n'y a plus droit. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, le pire, c'est que c'est vrai qu'on a une facture, je disais tout à l'heure, en dinars, mais il y a une facture... il y a des êtres humains qui sont décédés à cause de pics de tension, à cause de la chaleur. Décédés, hein? Décédés, vous nous dites. Ah oui, 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 absolument. Mais Hassina Zegzeg, expliquez-nous un peu cette histoire de ces facilitations qui étaient accordées, de ces réductions de prix qui ont été supprimées. Qui les a supprimées et comment les a-t-on supprimées? Ah mais on n'est jamais informé, je ne sais pas. On n'a absolument aucune réponse à vous donner. C'est juste comme ça, on vous a dit que vous payez comme les autres, comme les gens du Nord. Oui, et puis on paye des factures de toute façon alors qu'on est à Ain Salah-Ville un peu moins, puisque à Ain Salah-Ville, il y a l'hôpital, il y a des institutions, il y a des bureaux qui ne peuvent pas être soumis à des délestages. Mais concernant les villages environnants, il y a des délestages, oui, des délestages qui durent toute la nuit. Délestage, ça veut dire que délestage en clair, ça veut dire qu'on leur coupe l'électricité. Oui, absolument. On coupe l'électricité toute la nuit avec les chaleurs terribles qui sont, enfin, que nous avons au sud. Et voilà, toute la nuit, les gens restent à attendre, réunis, qu'on ramène l'électricité. La dernière fois, c'était les vents de sable qui avaient déraciné des poteaux, parce qu'on a des vents qui sont très violents. En ce moment, on nous a parlé d'une grande colère, Hassina Zegzeg. On nous parle d'une grande colère de la part de la population, vous confirmez? À Ouargla, oui. Bon, à Ain Salah, il y a une grande colère, mais je crois que les gens en ont positivement assez de sortir et de ne pas être entendus. Le 1er octobre, il y avait un rassemblement qui était prévu. J'ai vu 3 personnes devant la Sonel Gaz, une vingtaine devant la Daïra, mais je crois que les gens en ont vraiment marre, quoi. Depuis la fameuse mobilisation
du gaz de schiste après avoir constaté que les gens de Ain Salah sont restés désespérément seuls. Peut-être que c'est cela qui a cassé leur ressort. Et ils ne protestent plus, ils acceptent tout. C'est la lassitude. Non, ils attendent, ils se résignent. Et puis bon, je ne sais pas jusqu'à quand cette résignation va durer, mais je veux dire qu'il y a des décisions qui sont prises, quoi, comme on a pris après le gaz de schiste en sortant de ce problème de grosses factures d'électricité, de se mettre au maraîchage et puis aux cultures nourricières et au moringa et tout ça. Bon, c'est des gens qui sont en train de changer de façon de vivre, quoi. Alors, Hassina Zegzeg, d'abord dites-nous, pour ce qui est de ces problèmes de chaleur, les enfants à l'école, avant qu'ils ne fassent un peu plus, que le temps devienne un peu plus clément, j'allais dire, comment faisaient les enfants à l'école? Est-ce qu'ils avaient des climatisations, de l'air conditionné? Oui, il y a des écoles qui sont climatisées, mais bon, il y a d'autres écoles qui sont climatisées, mais vous savez, quand il s'agit de faire fonctionner des climatiseurs par classe dans des lycées, il y a une vingtaine de classes, je pense que c'est pas possible, quoi. Moi, j'ai une fille qui est au lycée, et au début de l'année, c'est vrai qu'il y avait un gros problème, quoi. J'avais décidé de plus l'envoyer à l'école. Hein. Et les bébés, les enfants en bas âge, dont les familles n'ont pas les moyens de s'offrir de l'air conditionné. Non, ils n'ont pas les moyens de s'offrir l'air conditionné. Et comme la plupart des familles pensent à la facture, de toute manière, d'eux-mêmes, ils éteignent le climatiseur le soir. Et c'est au bébé de s'adapter. Hein. On douche le bébé, on le baigne et puis on le met au lit. Et puis c'est tout. Tout le monde dort dehors, monsieur Benchenouf. Restez avec nous, Hassina Zegzeg. Nous reviendrons tout à l'heure avec vous pour nous parler de ces alternatives, de ces dynamiques qui se développent au sud, de ces maraîchages que vous déployez. Oui, je vous en prie. Clairement, à Ain Salah, maintenant, c'est payer la facture ou manger. À ce point? Ah oui, complètement, parce que pour la main-d'œuvre, il y a des personnes qui sont payées 15 000 dinars, 18 000 dinars par mois. Donc, il a 30 000 dinars ou 40 000 dinars de facture d'électricité. Il va à la semaine gaz si on accepte de lui faire un échéancier. Mais voilà, pendant 5 mois, 6 mois, il va payer la facture. Et on n'a pas 5 mois de chaleur, on a 7 mois de chaleur. 7 mois. Ça commence en avril et ça termine en octobre. Restez avec nous, Hassina Zegzeg. Nous revenons à vous dans un petit moment. Et nous allons écouter un citoyen du Sud nous parler de ce problème. كلمة قاعد تحرك في قلبي. رانا من تقريبا من بيتنا الله يسمح لنا ما نهضرش من بسكرة وارجع حتى للصحراء. انا مضرورين. قلت لك والله العلي العظيم رانا نشعلوا في المبرد الدرك. اروح اشوفوا بعينكم. انا الاخر اللي ما جاتو مليون ونص الاخر. كيما انا ندي في 19 150 الف. نخدم في البلدية ندي في 19 150 وجاتني 4 ملايين هنا وثلاثة من خوتي 4 ملايين كيفاش ندير هذا؟ منين ياكلوا الولاد؟ منين نسلم السلوات؟ منين نسلم كراريس؟ منين نسلم لهم تاع الدخول هذه؟ كيفاه ندير؟ كيفاه؟ روح نسرق دخلوني الحبس ثم انتم نورمال انتم ولادكم هذا من الروس الكبار هذا من باينين ولادكم الكل يقراو في الاوروب وساكنين ثم وساكنين ديار ثم ما كنتش حاسين بنا وحنا رانا ناكلوا في بعضنا هنا الشعب ياكل في بعضها وخلاص من جهه الله تعالى روحوا شوفونا ها واحد شوفونا من جهه ربي يردونا حتى في التليفون حتى برفاكس اي بلاصه. Arab Aziz, qu'est-ce que vous pensez de ce problème? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça aurait été dans un pays qui est gouverné, réellement gouverné, où un gouvernement a un programme bien détaillé, un programme social, économique. Le Sud, c'est d'abord une région très très riche. Et les riches... Qui fait vivre tout le pays. Exactement. Et donc la population est la plus pauvre du pays. Exactement. Et la plus délaissée, la plus négligée. Mais le Sud fait vivre toute l'Algérie. Oui. Il fait vivre toute l'Algérie, c'est des régions pétrolières, c'est des régions gazières. Malheureusement, le paradoxe, c'est que ça fait vivre une secte de mafia politico-financière à Alger, ce Sud-là. Ça fait quand même vivre tout le pays aussi. Oui. Sans travailler, c'est pour ça qu'ils n'ont pas... Attendez, oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'électricité en Sud. Ça me fait penser aussi à une chose. On avait une bonne gouvernance. Un pays qui est très très bien gouverné. Ben, écoutez, le Sud, il y a du soleil. Mais on peut bien utiliser l'énergie solaire. Et l'énergie solaire, c'est maintenant développé dans tous les pays du monde. Pourquoi ne pas le faire
au sud d'Algérie. C'est notre voisin marocain, c'est notre voisin, qui est en train de devenir leader mondial. Il y a la plus grande centrale solaire du monde. Exactement, ouais. Il sait utiliser son Sahara. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a de l'énergie solaire dans le sud. Mais malheureusement, on ne sait pas encore comment il y aurait une autosatisfaction dans le sud en matière d'électricité, juste avec de l'énergie solaire. Mais ceux qui gouvernent ce pays, juste une parenthèse. Hussein Maldi qui était là il n'y a pas longtemps, on parlait de ce sujet, il nous a dit que dans une partie du sud, un carré, je crois que de 295 km², il nous a dit qu'il y a une telle énergie que, c'est un chiffre qu'il a avancé, qui a été confirmé par des scientifiques. Il a dit que cette partie du Sahara de 295, je crois que c'est 295 sur 295 kilomètres, cette partie peut prodiguer de l'électricité au monde entier. Vous vous rendez compte? Voilà. Vous vous rendez compte de ce gaspillage? Ouais. Vous vous rendez compte d'un tel gaspillage? Mais c'est un crime économique. C'est un crime économique ce qui se passe dans le sud de l'Algérie. C'est un véritable crime économique. Il est temps. Et un crime humanitaire aussi. Exactement. Ces manifestations à Ouargla et à Timimoun, vous savez, ils ont été réprimés d'une manière sauvage. Ah bon? Ils ont été réprimés? Ils ont été réprimés d'une manière sauvage. Vous vous rendez compte? Parce que le citoyen n'a plus le choix. Vous avez vu ce qu'il a dit? Il a dit, parce que je ne peux pas payer l'électricité, on m'a mis en prison. Oui. Et Madame Zigzag, il a dit quoi? C'est à choisir aujourd'hui entre faire manger ses enfants ou payer sa facture d'électricité. Ouais. C'est là, tranquillement, hier ou avant-hier, il a parlé d'une commission qui va évaluer cela et probablement, il y aurait peut-être des mesures spécifiques pour le Sud. Vous savez, c'est incroyable, ces paradoxes dans notre pays. Dans le Nord, parce que je vais, excusez-moi, citer d'autres problèmes, oui. Parce que si le Sud proteste pour l'électricité, vous savez, dans le Nord, j'ai appris qu'à Bouira récemment, des manifestations, que ce soit à Arvelou, que ce soit à Athmansour, que ce soit à Mchdallah, des manifestations, ça fait depuis plus de 2 mois. Ils n'ont pas de goutte d'eau dans les montagnes du Jordura. Ça fait depuis plus de 2 mois, ils n'ont pas une goutte d'eau dans leur robinet. À Matra, ils ont dû couper, c'est une petite commune, à 20 km de Tizi Ouzou. Ils ont dû couper la route pour avoir de l'eau pendant une semaine. Après, ça y est, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Et paradoxalement, le barrage de Tarsef, il sert quoi? Il sert Alger, encore une fois. Vous voyez les paradoxes? Il dessert Alger, il abreuve Alger. Voilà, exactement. Brahim Mansour. Oui, malheureusement, quelle que soit cette situation choquante du Sud que vivent nos citoyens du Sud, concernant cette non-possibilité de paiement de factures d'électricité, n'est qu'une mesure, c'est-à-dire liée bien sûr à l'arrêt des subventions. L'arrêt des subventions. Mais on se demande qui a arrêté cette l'arrêt des subventions, justement, est lié à une série de mesures drastiques que le gouvernement prépare. L'austérité. Voilà, concernant l'austérité, liée bien sûr à la chute des prix du pétrole. On commence toujours par les plus fragiles. Voilà, bien sûr. Les plus sympas, les plus gentils, ceux qui ne protestent pas, ceux qui ne sortent pas dans la rue. Et les gens du Sud sont connus pour être des gens très paisibles, qui ne manifestent pas, qui ne protestent pas. Les solutions, de manière générale, qui ont été prises depuis des années, c'est les solutions les plus faciles, les plus rapides, les plus simples à appliquer et surtout avec des conséquences sur des citoyens les plus vulnérables qui ne pourront pas s'organiser, etc., etc. Bon, bien sûr, avec la répression qui suit derrière. Juste pour rappeler un chiffre de 750 milliards de dollars des revenus pétroliers de 1999 à 2014 aurait pu quand même servir à l'investissement en termes d'énergie solaire, l'énergie renouvelable. On aurait pu encourager, subventionner des sociétés spécialisées. Pourquoi on ne comprend pas. Pourquoi le Maroc, notre voisin marocain, a développé une politique d'énergie renouvelable, d'énergie solaire notamment, absolument, qui est devenu leader au niveau mondial. Et nous, à côté,
qui disposons de, je ne sais pas combien de fois, 10 fois ou 20 fois plus, nos populations du sud, du Sahara, qui font vivre, Sahara qui fait vivre la totalité du pays, qui sont négligés en tout, qui n'ont pas suffisamment d'écoles, pas suffisamment de routes, pas suffisamment d'hôpitaux. C'est pratiquement des indigènes, c'est des gens colonisés. Et alors on en arrive même pas à leur apprendre à se servir de l'énergie solaire pour avoir leur électricité ménagère. Je rappelle quand même que le Sahara est l'une des régions, l'Afrique du Nord, de manière globale, est l'une des régions les plus exposées au soleil dans l'année. Oui, oui. Donc ça aurait pu non seulement réduire, ça aurait pu permettre de réduire c'est-à-dire non seulement réduire les prix, les tarifs d'électricité, mais régénérer des revenus donner pour de l'État. l'électricité au pays tout entier, et même aux pays voisins. Bien sûr, régénérer. Ça aurait pu créer d'autosuffisance par rapport à des villages, par exemple, même les villages les plus éloignés auxquels on ne pourrait pas, par exemple, acheminer de l'électricité. On aurait pu utiliser l'énergie renouvelable pour la compenser. C'est dû à quoi ça? Un manque de vision, de l'incompétence Il y a un délaissement délibéré. Il n'y a pas de d'abord, il n'y a pas de vision politique. On est toujours on regarde toujours à court terme. On court toujours derrière l'idée d'éteindre le feu. D'acheter la paix sociale. On part au plus pressé. Voilà, c'est toujours des mesures que nous avons nous-mêmes provoquées. D'urgence. Voilà. Contrairement au Maroc, par exemple, qui a commencé depuis des années, par exemple, concernant l'agriculture, des investissements pour la construction des barrages, ça date quand même de 30 ans. Voilà, c'est pas qu'aujourd'hui. Oui. Par rapport à l'énergie, c'est des investissements pour demain, pas pour aujourd'hui. C'est du long terme, ou du moyen terme au moins. Voilà, à long terme. Mais quand un gouvernement ou un pouvoir en place ne cherche pas ces mesures à long terme, il laisse toujours jusqu'au pourrissement des situations pour et puis après, il fait du chercher. replâtrage. Voilà, donc on va par exemple, l'ONCEJ, tous les petits investissements ne sont pas des investissements économiques sérieux, c'est des investissements. C'est pour acheter la paix sociale. Voilà, on va construire quelques bâtiments, nous allons demander à Hassina Zegzeg, nous avons appris que dans votre région, à Ain Salah notamment, les citoyens se sont pris en charge et qui sont en train de développer des initiatives assez méritoires, j'allais dire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Des initiatives en matière d'agriculture, je crois. Oui, à Ain Salah, nous avions déjà parlé de ce sujet. La population, après la claque qu'on a pris pour le gaz de schiste, on a réagi et puis on a organisé notre vie avec les jours qui vont arriver. Là, bientôt, ça va être terrifiant. Donc, on a décidé de passer à l'agriculture maraîchère et nourricière. On plante beaucoup de moringa parce que c'est un arbre qui... Quoi? Vous pouvez répéter? Comment il s'appelle cet arbre? Il s'appelle le moringa. En français, c'est le neuverdier. Et il donne quel fruit, cet arbre? C'est un arbre. Nous, à Ain Salah, on est revenu, on va dire, de la coopération avec le Nord. On coopère beaucoup avec l'Afrique du Sud. Et on a copié des expériences au Togo notamment. Le moringa, c'est un arbre, on fait de la farine de moringa, c'est un fruit aussi, c'est un arbre qui donne des fruits, pardon. Et c'est pas le fameux arbre à pain? C'est pas le fameux arbre à pain? Non, c'est le neuverdier en français. D'accord. Oui. Et puis, il y avait eu dans les années début 90, fin 80, le fameux projet Desertec. J'avais personnellement discuté avec un ingénieur allemand qui avait travaillé sur ce projet. Desertec du fameux Sherif Rahmani et des affaires très louches. C'est dans le désert du monde. Ça, c'est Desertec. C'est le Desertec. C'était un projet, entre autres, algéro-allemand pour faire, on va dire, installer des fermes photovoltaïques dans le sud algérien et emmener l'électricité jusqu'en Allemagne. Oui, mais Sherif Rahmani était en plein dedans, je crois.
À l'époque, c'était à l'énergie, c'était Cheikh Ibrahim. Ah, d'accord. Mais sinon, est-ce que... Cet ingénieur allemand m'avait dit, à Ain Salah, vous avez le taux d'ensoleillement le plus élevé de la planète en mètre carré. C'est à Ain Salah que ça se passe, hein, le taux d'ensoleillement le plus élevé au monde en mètre carré. Est-ce que vous arrivez à créer une autosuffisance, à trouver de l'eau pour pouvoir aller au bout de vos projets? Oui, de l'eau on en a et vous savez, on n'est pas parti sur le gigantisme algérien. On a créé de toutes petites surfaces par famille. Il faut que chaque famille puisse arriver à son autosuffisance. Et on est en train de négocier maintenant. On est en projet avec des amis de Berdaya sur un kit photovoltaïque domestique. Ah, d'accord. Chaque famille aura son petit kit photovoltaïque pour avoir son électricité ménagère, domestique. Ah oui. Très bien. Eh bien, restez avec nous, Hassina Zegzek. Nous allons à présent entamer le sujet suivant, qui est celui des Harraga. Nous avons reçu, donc vous savez que la semaine passée, il y a eu l'arraisonnement de plusieurs dizaines de Harraga. Le dernier arraisonnement, je crois, était d'environ 80 Harraga arrêtés au large de Annaba, dont 3 femmes et 3 enfants, pour vous dire que ce ne sont plus seulement des jeunes hommes qui s'en vont. Et donc nous avons invité 2 Harraga que nous avons trouvés ici à Paris et qui sont venus nous parler. Vous allez voir. احنا في بلادنا فوالا. نسقسيكم حاجه ومن بعد نوليو نرجعوا للحديث من بعد ما نزيدوا نتكلموا شويه مع الضيوف تاعنا. لو كان تعاود ترجع من جديد للبلاد يكسبلسيوكم تعاودوا ديروا نعاود نولي تعاودوا نهارين نعاود نولي ميم سوفرونس. عندي واحد ديجا انا كي في البلاد نهار عطاو لي فيزا كنت خدام لاباس بي ايتو عطاو لي فيزا قال لي خويا رجعك للدار رفت على 5:30 تاع العشيه قال لي خويا رجعك للدار قلت له لا ضوك لايروبور لحقت لايروبور قال لي اذا تريزيرفي باغ اكزومبل بي غدوه غير غدوه عندك 2 مليون 500 تاع البلاد قلت له سور بلاص خلصتو 6 ملايين و 6 ملايين و 540 هكذا ابي بري ركب ديريكتوم ترجع ثاني ترجع كون يعني ماذا نكسبيسيوك بهذا الشيء ترجع اجا باين عشت انا 24 سنه في البلاد عشت انا 3 شهور والفت لنا اخرنا 24 سنه في البلاد تقدروا تسلموا على والديكم هم يشوفوا فيكم حيث وصلت الكلام دوروا الاكران دوروا الكاميرا هنا وهضروا معاهم سمع لكم الجزائري ويسلم علينا بزاف وحدها ان شاء الله يجي نهار وين نتلاقى بها ازول في اللاون تسلم مليح في يما ان شاء الله مساء هذه نهار تمور تاتي تزرع غتزرع كل حباب غادي نزرع في تو لي زالجيريان اكمل هذا كيما نول نكون الحمد لله اقلنا هذه الجنة الحمد لله نحمد ربي نشكر وحيد الحمد لله انا نشكر العجوز شوف مع الكاميرا نشوف فيك بون يما راكي تشوفي فيها نشكرك بزاف على الشغل يا ودي الستيان تمدون تي لي جور تعاونيني بزاف وسمحي لي كي خرجت من البلاد هذيك باسكو شغل يا ودي ماشي غردي الله غالب راني كنت عايشه معاك قدامك كنت وشفتي واش كان صاري لا روتين اللي كنت عايش فيها وراني لهنايا الحمد لله ما خصني والو ابار وجهك هذا مال. Le problème des Harraga Arabazi. C'est malheureux, mais... Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je leur ai posé la question. Et si vous deviez refaire ce que vous avez fait? Ils vont refaire. Ils m'ont dit, et si vous êtes expulsés, ils ont dit, nous revenons. Vous voyez, pour la simple raison que quand un gouvernement ne peut plus susciter une politique d'espoir pour la jeunesse, une politique ne peut plus cultiver l'espoir dans l'esprit des jeunes, ben, ça arrive comme ça. Quand un gouvernement fait tout pour décourager la jeunesse algérienne, à rester en Algérie. Mais pourquoi il fait tout pour la décourager? Ben, parce que le pays, je vous le dis, c'est une politique qui laisse à désirer. Parce qu'il n'y a pas... Ça veut dire que c'est plutôt par incompétence. Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qui va se passer en 2017 en Algérie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... C'est une aventure d'une année à une année. Le frère, il a parlé de quand il y avait une embellie
du prix. Brahim, il a parlé du prix, l'embellie du prix du baril du pétrole à 105, 115, voire plus dollars le baril, 140 dollars le baril. Il y avait de l'argent. Cet argent-là, il est passé où? Est-ce qu'il a servi à la jeunesse? Est-ce qu'il a servi la jeunesse algérienne? Est-ce qu'on a construit des universités, d'autres universités? Est-ce qu'on a construit des centres de formation professionnelle? Est-ce qu'on a construit, on a essayé de construire une route? C'est un scandale, je l'ai dit la dernière fois ici. Je vous ai dit que chaque virage, il y a un scandale. Qu'est-ce qu'on a fait pour la jeunesse algérienne en dehors du fait de semer le désespoir au sein de cette même jeunesse? Cette histoire de l'enseigne, c'est juste pour s'acheter pour un temps une paix sociale. Mais jusqu'à quand? Il y a quelque chose que j'aimerais vous demander. On a à peu près le même âge, on n'est pas très loin l'un de l'autre. Quand j'étais jeune, moi, et vous, il n'y avait pas de visa, les années 80. Oui. Hein, il n'y avait pas de visa. On pouvait venir en France quand on voulait. Il y avait autant de chômage, sinon plus que maintenant. Et encore, il y avait de la misère avant. Il y avait des régimes policiers de Boumediene, c'était pas maintenant, c'était pire. Et alors en face, les gens du socialisme, eux, ils avaient des coopératives militaires, ils avaient du caviar, du champagne dans leurs coopératives. C'est eux qui achetaient des voitures neuves, ils les usaient et après nous les revendaient en occasion plus cher qu'au prix du neuf. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Eux, ils avaient des frigidaires, des cuisinières, tout ce que nous, on n'avait pas. Nous, c'était le système D. Et pourtant, quand on partait, quand on sortait, sans visa, quand on allait en France, on restait jamais plus de 8 jours, 10 jours. Ça nous manquait de pays, on retournait au courant. Et pourtant, ces années-là, on arrivait en France, en une semaine, on avait ses papiers, on avait un boulot, on avait un logement. Et pourtant, on ne s'installait pas. Qu'est-ce qui a changé? Avant, même s'il y avait une dictature de Boumediene. Oui, évidemment. Mais pourtant, on revenait. Il y avait une forme d'amour du pays. Oui. Amour du pays qui était plus élevé et plus important que toute autre chose, que toute autre considération. Aujourd'hui, tous les pouvoirs successifs après Chedli, ils ont tout fait pour justement provoquer ce désamour dans le cœur de l'Algérien, du jeune Algérien. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus leur pays. Vous savez, la preuve, il est là. Au contraire, ils aiment leur pays, ils n'aiment pas leur pouvoir. Ils en ont marre, c'est un ras-le-bol qui s'exprime. Vous voyez, quand quelqu'un s'en va comme ça dans une barque, il prend le large, c'est au risque de sa vie. Et il y en a beaucoup qui sont morts. Il y en a qui sont morts. Des milliers. Des milliers. Voilà, c'est au risque de sa vie. Quand un jeune risque sa vie pour aller dans un pays où il n'est pas sûr de bien vivre, c'est une aventure. Vous savez, c'est que dans son pays d'origine, il y a non seulement un ras-le-bol, mais il y a une politique qui l'humilie, parce que les jeunes dans notre pays sont humiliés. Regardez le nombre de médecins qui sortent des universités qui ne trouvent pas de boulot. Regardez le nombre d'ingénieurs qui sortent des universités qui ne trouvent pas de boulot. J'en ai à leur manière. J'en ai dans ma famille. Oui. Ingénieurs, ils ne trouvent pas de boulot. Vous vous rendez compte? Il va où ce pays? Et de l'autre côté, vous savez, avec l'Internet, les jeunes, ils sont éveillés. Ils voient les enfants des ministres, ils voient les enfants de ce même gouvernement s'acheter des appartements sur les Champs-Élysées, à Neuilly-sur-Seine ou ailleurs. Vous savez, il y a une révolte. Il y a une révolte. Malheureusement, pour l'instant, et vous allez voir ce qui va arriver, parce que quand la jeunesse va bouger, il y aura un grand mouvement. Mais justement, Brahim Mansour, il y a un jeune Harrag ici à Paris qui m'a dit quelque chose. J'ai essayé de comprendre, je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, j'ai eu le choix entre deux choses. Soit faire mal à mon pays, soit exploser de façon violente et faire du mal à mon pays, soit me faire mal moi et m'arracher de ce pays, même si je dois abandonner ma famille et aller refaire ma vie ailleurs parce que ma vie au pays n'est plus possible. Je connais justement quelqu'un qui m'a dit exactement la même chose il y a 20 ans. Il m'a dit soit je quitte le pays, soit malheureusement je rejoins les maquis à l'époque. Donc il devient terroriste tout simplement. Pour dire au quel point on pousse les gens. Serzi, vous avez mentionné le mot espoir, moi, auquel je rajouterais la dignité. Aujourd'hui, je crois les deux mots qui sont exclus dans la vie quotidienne des Algériens. Et on entend bien sûr par rapport sur les médias, on lit sur la presse écrite
cette semaine, je crois, dans les soixantaine de haraga à Annaba, presque 80 voilà, la première vague et environ 40 la deuxième vague. Avec enfants et femmes. Ce qui est nouveau, c'est qu'avec enfants et femmes, et la réponse à ces haragas des autorités, c'est de les traduire en justice. Les traduire en justice et d'appliquer une loi pénale contre l'évasion. C'est comme si l'évasion, vous avez dit? Évasion, parce que l'Algérie s'est transformée, on a transformé l'Algérie en prison à ciel ouvert, et juridiquement parlant, s'évader d'une prison est pénalisé. Donc c'est le même. J'aurais aimé qu'il y ait autant de rigueur concernant l'évasion, je dirais pas fiscale, de l'argent, parce que fiscal, ça donne un terme moindre. Voilà, donc. Nous allons recevoir Faisal Mattawi avant d'aborder le troisième sujet. Faisal, d'abord, merci d'être avec nous. Merci Jamal, bonsoir. Bonsoir. Faisal, d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de Wahab Habbat, Rabbi Yarhamou. C'était votre ami, vous le connaissiez bien. Nous voudrions lui rendre hommage. Oui, Allah yarhamou bi rahmatillah. C'est vrai que c'était un ami de beaucoup de journalistes, beaucoup de confrères photographes. C'est quelqu'un qui a révolutionné à sa manière, Allah yarhamou, la photo dans les années 90, surtout dans les colonnes du journal Le Matin. Il avait travaillé également pour l'agence Associated Press avant de créer avec beaucoup de difficultés son agence de photographie qui est New Press et qui est installée au niveau de la maison de la presse. Il a toujours été proche, toujours un confident pour les confrères. On l'a trouvé dans tous les combats pour la liberté. Il a assisté à toutes les manifestations des années 90, fin des années 90, des années 2000. Et il est toujours là. C'est pas un homme qui manque de courage, qui manque de détermination. C'est un homme qui a toujours voulu faire des choses à sa manière et s'est battu à sa manière. Il a eu beaucoup de problèmes avant de lancer son agence. Il a créé aussi un club des médias au niveau de la maison de la presse, un club de la presse de Tarja également, où beaucoup de journalistes se retrouvaient, où même on faisait nos interviews, recevant nos amis étrangers dans un endroit convivial. Beaucoup de projets dans la tête de Wahab Habbat qui était une boule de nerfs mais également une boule d'énergie. Il voulait un peu mettre cette énergie au service des médias tout en essayant de défendre son indépendance. Donc nous avons eu beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs ce matin en recevant la dépouille mortelle de Wahab au niveau de la maison de la presse. Beaucoup de confrères étaient un peu abattus parce que Wahab était toujours l'homme debout, l'homme qui toujours refusait de céder. Allah yarhamak ya Wahab. Rabbi yarhamou salih. Faisal Mattawi, un commentaire sur les haragas avant que nous passions au sujet suivant, celui du FLN. Oui, le haraga, disons que c'est un problème qui revient souvent et récurrent. Le haraga, on a eu généralement c'est la saison de haraga, l'automne et la fin de l'été, et ça revient depuis des années. Il est vrai que globalement, dans l'absolu, le phénomène a tendance à baisser probablement parce qu'il y a des nouvelles mesures, parce que la surveillance se fait d'une manière plus forcée, plus avancée, plus poussée, surtout dans la région de Annaba dans l'est, la région de Ain el-Mouchane dans l'ouest, beaucoup moins pour le centre du pays, mais le problème et le phénomène est là, et le phénomène est là d'autant plus que les pays européens, l'Union européenne fait des pressions sur l'Algérie, sur les pays de la Sud-Méditerranée pour justement de contrôler plus. Maintenant qu'il y a ce qu'on appelle une crise des réfugiés en Europe, mais on revient, il faut revenir à l'analyse, pas l'analyse sociologique ou l'analyse universitaire, mais savoir pourquoi les jeunes ont tendance à vouloir quitter leur pays, pourquoi les jeunes ont tendance à ne pas rester dans le pays, pas tous bien sûr, une partie, parce qu'il n'y a pas de perspective, parce que les postes d'emploi sont assez rares. Même si l'économie algérienne est une économie entre guillemets émergente, elle est toujours capable de créer des postes d'emploi, mais c'est la gestion globale, c'est-à-dire la gouvernance qui pose problème, dans la mesure où on ne sait pas quelle vision on doit avoir, quelle vision économique on doit avoir pour justement assurer des créations de postes d'emploi, assurer de l'investissement, assurer également donner de l'espoir à ces jeunes. Alors, restez avec nous, Faisal Mattawi. Nous allons donc voir quelques extraits de la déclaration de Abdelrahman Belayat lors de l'émission d'hier sur le FLN. Nous allons l'écouter, puis nous allons commenter très rapidement. Walid Abbas Jamal.
Il nous a dit qu'il n'est pas là juste pour l'intérim, mais qu'il est là pour aller jusqu'à 2020. 2020. C'est une question secondaire pour nous. D'accord? Alors dites-nous. C'est une question secondaire. Ce qui nous intéresse, c'est de gagner les élections et soigner le parti. Avec Ould Abbas? Parce que Ould Abbas n'a pas été élu par le comité central. Le comité central n'a pas de crédibilité. C'est le président qui l'a désigné. Nous faisons avec. Ah, mais vous acceptez, donc? Nous faisons avec. Faire avec, ça veut dire en termes sibyllins, accepter le fait accompli. Non, allez, Jamal, dans la politique, oui. Il n'y a que les réalités qui comptent. Il n'y a pas d'état d'âme. Vous pouvez voir toutes les théories politiques, tous les éditorialistes. Dans la politique, il n'y a que la réalité qui compte. Oui. Lorsque celui qui se croyait secrétaire général, celui qui se croyait, pour moi, il n'a jamais été secrétaire général du parti parce que c'est un coup de force illégal. Il n'a pas été. En se disant secrétaire général, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au sein de son bureau politique que François Patna Stiklal. Oui, il l'a dit. Oui. François Patna Stiklal. Ensuite, il s'arrête. Il dit, je ne parle pas de la question du Sahara occidental parce que si j'en parlais, le peuple se soulèvera. Oui. Et tout en l'avenant, lorsque le président de la République, qui est aussi président du parti, enregistre tout cela, oui. Est-ce qu'il va le cautionner par un silence ou est-ce que par une approbation ou quoi que ce soit? Alors, je reviens à Brahim Mansour, qui n'a pas eu suffisamment de temps aujourd'hui. Donc, Abdelrahman Balayat, après une critique féroce de Saadani, il nous dit qu'il a été démissionné. Il n'y a pas de raison de santé qui tienne. Il a été démissionné par le président, nous dit-il. Ou du moins, il laisse entendre le clan du président. Et il nous dit que Ould Abbas a été désigné de façon illégale. Et qu'il a été désigné par le président. Il n'y a pas eu de comité central qui est lui-même illégal selon lui, et donc le bureau politique aussi. Et il nous dit que c'est un coup de force, mais que malgré ça, les redresseurs sont dans l'expectative et qu'ils semblent vouloir faire avec, nous dit-il, ça veut dire accepter le fait accompli. Probablement, il veut dire par là qu'il y a des négociations en dessous de table. Oui, malheureusement, aujourd'hui, on ne sait plus qui est le redresseur qui fait mal. Donc, forcer ou les manger, comment dire, Saadani pour le remplacer par Ould Abbas qui a 83 ans. Peut-être plus tard, il prendra la tête du Parlement ou je ne sais pas. Et il dit qu'il va rester jusqu'en 2020, lui. Voilà, lui, donc oui, ça ne m'étonne pas. Et donc on va peut-être finir par transférer la présidence à une maison de retraite ou je ne sais pas. Je ne suis pas contre les personnes âgées, mais prendre des postes de décision demande quand même des capacités, des compétences physiques déjà, intellectuelles, etc. Donc je fais référence aussi au président, donc à Bouteflika, qui agonise depuis un temps. Et voilà, qui agonise, vous dites? Agonise pour moi, le terme quelqu'un qu'on ne voit pas, que je ne trouve pas un autre terme. Certains disent qu'il pourrait très bien vivre encore, même si c'est à l'état végétatif, pendant des années. Mais vraiment pas à l'agonie. J'espère jamais la mort, je souhaite jamais la mort à qui que ce soit, mais quand on est à la présidence de la République, en tant que citoyen algérien, j'ai le droit de demander que celui qui me présente en tant que président soit en bonne santé. Mais croyez-moi, aujourd'hui, il y a des journalistes, il y a des intellectuels, il y a des observateurs politiques, il y a des analystes de tous bords et de tous poils qui sont en train de dire aujourd'hui, de nous affirmer, et c'est des gens honnêtes, c'est des gens intègres, qui sont en train de nous dire, non, vous vous trompez, Bouteflika est ce qu'il est maintenant, invalide,
mais il est très présent, très lucide, c'est lui qui commande, c'est lui qui décide, c'est lui qui dirige. Ils sont en train de nous l'affirmer publiquement. Hier, un journaliste très connu à Alger, dont on n'a pas à douter de sa parole, nous a affirmé que personnellement il croyait, et il nous a même dit « je sais » que Bouteflika dirige, qu'il décide. D'accord. Si c'est lui qui commande, donc il porte directement la responsabilité de ce qu'on vient dont on vient de parler, tout ce dont on vient de parler. Et ça change quoi? La situation des Algériens n'a pas changé. La crise, la chute des revenus, on voit les prix de pétrole, la conséquence de l'absence d'une vision réelle, vision économique à long terme, d'un projet sociétal, etc. On voit les conséquences aujourd'hui, que des gens sont prêts à mourir dans la Méditerranée que de rester sur place. Faisal Mottaoui, je reviens à vous avant de donner le mot de la fin à notre ami Arab Azi. Faisal, ce problème du FLN d'abord. Il est clair que cette petite révolte intérieure au FLN, qui n'est pas nouvelle, rappelez-vous, 93, avec ce qui s'est passé dans un hôtel à Alger, c'est pratiquement la même chose, parce que les complots entre guillemets du FLN se tissent la nuit, amron dobera billayl, comme on dit en arabe, et généralement dans des chambres d'hôtel. Ça nous rappelle ce qui s'est passé en 95, les coups de force qui ont eu lieu également plus tard en 2003, etc., etc. Ça veut dire qu'on est en train de préparer les élections présidentielles et pas législatives, et pour que ces élections se préparent, il faut prendre le contrôle de ce parti qui reste toujours un instrument, au lieu d'être un parti autonome avec son programme, avec sa vision. La venue de Jamal Ould Abbas, qui n'a jamais eu de grandes déclarations retenues que la mémoire nationale ou que l'histoire politique algérienne retienne, est là pour gérer une situation temporaire. Je ne pense pas que Jamal Ould Abbas ira au-delà des premiers mois de 2017, c'est-à-dire qu'on va trouver lui, hein. Ce n'est pas ce qu'il dit. Lui, il dit, je ne suis pas là pour assurer l'intérim, mais pour rester jusqu'en 2020. Oui, bien entendu, parce qu'il a toujours rêvé d'être secrétaire général du FLN. Je me rappelle que Abdelhamid Mahri, en 95, lorsqu'il y a eu après le contrat national de Rome, Jamal Ould Abbas, qui a fait partie du conseil de transition, le CNT, qui était un parlement non élu, un parlement désigné, et qui a en toute illégalité pris des décisions qui sont restées à ce jour, comment il a été chassé du comité central et comment Ould Abbas pleurait. C'était un homme qui a toujours rêvé de devenir secrétaire général du FLN, et il dit qu'il est là jusqu'à octobre 2020, et M. Abdelhamid Belayat a raison, parce que ce n'est pas une élection, c'est une désignation pratiquement faite de force. Maintenant, on verra, les choses probablement vont s'accélérer au sein du FLN, parce qu'il y a des élections législatives en avril 2017, et puis en octobre 2017 avec des élections locales, et donc cette course au poste au sein du FLN, au sein du Parlement, va exacerber les contradictions, les conflits internes. Tout dépend de ce que le pouvoir voudra. Le pouvoir voudra que le FLN Mottaoui. Oui. Abdelhamid Belayat nous a dit hier, parlant de Jamal Abbas et des derniers réaménagements, nous faisons avec. Ça veut dire, il laisse entendre qu'il y a des négociations en dessous de table et qu'ils ne vont pas mettre la pression pour faire changer le bureau politique qui était acquis à Sadani, et qu'à la limite, il a semblé nous faire comprendre que si on leur donnait quelques postes, peut-être, il ne l'a pas dit, hein, mais il a laissé entendre que des négociations seraient en cours, parce que nous connaissons tous les aspirations des redresseurs. Oui, mais les redresseurs n'ont pas réussi à faire partir Saïdani. Saïdani est parti par la force du prince. Il n'est pas parti par le combat, disons entre guillemets, des redresseurs d'Abdelhamid Belayat. Moi, j'ai peur que pour Abdelhamid Belayat, la machine va être plus rapide que lui. C'est-à-dire qu'il attend de faire avec, mais ceux qui sont en train de faire la nouvelle architecture du FLN dans la cartographie politique nationale, il se pourrait bien que le RND devienne la première force du pays en 2017, puisque le RND est une force qui est tranquille, entre guillemets, et qui fait le travail sans faire de bruit. Donc l'équipe de Belayat risque d'être complètement dépassée probablement dans les prochaines semaines au sein même du FLN ou même autour du FLN. Donc parce que les choses, à mon avis, sont en train de se faire rapidement. Tout se met en place, c'est une architecture qui se met en place et qui prépare donc les prochaines échéances, notamment les élections présidentielles de 2019 ou même d'avant.
Merci Faisal Mattawi. Je rappelle que voici derrière moi la photo de Wahab Habbat, Rabbi Yarhamou. Arab Azi, le mot de la fin vous revient et vous allez devoir nous faire l'épilogue de notre rencontre d'aujourd'hui sur cette fameuse histoire du FLN. Qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il va être au rendez-vous électoral? Est-ce qu'il très probablement avoir son quota de sièges prévus avec le RND et les islamistes domestiques et les indépendants domestiques aussi? Alors, à votre avis? Ben écoutez, Allah yarhamou, notre Allah yarhamou, Wahab Habbatin. Et vous savez, le pouvoir algérien, moi je n'ai jamais parlé de parti politique quand il s'agit de FLN, parce que pour moi ce n'est pas un parti politique, c'est un appareil. Le pouvoir algérien, il a deux centres de décision. Vous avez un centre de décision qui est à El Mouradia, c'est la présidence. Vous avez un autre centre de décision, et c'est peut-être le plus important, qui est à Tagarin, c'est le ministère de la Défense, c'est la Défense nationale. En fait, tout se décide à ce niveau-là, au niveau de ce qu'on appelait le cabinet noir. C'est ce deuxième centre de décision. Aujourd'hui, cette guerre de tranchées entre les différentes, les différents clans du FLN, Belayat d'un côté, Belkhadim qui revient et Ould Abbas, c'est en fait des gens. Ould Abbas représenterait une force? Quelle force? Quelle force? Je vous le Moi, demande. je vous ai dit qu'ils sont que des porte-voix, ces gens-là. Oui. Ils ne font pas de politique. Ils vous le disent. Oui. Ils ne font pas des porte-voix. La seule. Notre ami il a parlé d'élections, mais il n'y a jamais eu d'élections. Il y a eu des mascarades électorales depuis l'indépendance à ce jour. Il y a eu des quotas pour l'Assemblée nationale. Et pour le FLN, c'est pas sans souci l'Assemblée nationale. Ce n'est pas sans souci. Ah si, c'est la présidence. Oui, mais ils veulent être. On nous dit en ce moment que des quotas seraient prêts, mais que cette fois-ci, ils ne vont pas faire un raz-de-marée comme d'habitude pour donner un peu aux autres qui vont participer. Mais on nous dit, contre le FLN, le RND, les islamistes domestiqués et les petits partis maisons, là, les petites épiceries politiques, et les indépendants qui font partie de la maison, ils auront environ 70%. Et qui vont laisser 30% à tous ceux qui vont venir maintenant pour prendre leur part. Ils vont essayer. Au lieu de prendre 80%, ils vont prendre 60, 70. Mais ils vont se faire une majorité. Oui. C'est une preuve qu'il n'y a pas d'élection. Évidemment. Et pourquoi parler d'élection? Bon. Je vous dis, le seul objectif que ces gens-là ont pour de 2017, c'est la désignation, parce qu'il n'y aura pas d'élection. Il y aura, je vous dis, une mascarade électorale. Non, la désignation du futur président de la République. Ah, il y en a. Ould Abbas, il a déjà annoncé la couleur. Il avait dit, nous soutiendrons un cinquième mandat. Ouais. Ben, écoutez, Bouteflika, il veut quoi? Il veut mourir sur la chaise du président ou quoi? Je ne sais pas. Peut-être. Il est tellement obsédé par le pouvoir qu'il ne veut pas le quitter. Et le pauvre, il est malade. Ouais. Le pauvre, il est malade. Un général le tiennent en otage qui ne veulent pas qu'il parte. Oui. Voilà. J'ai parlé la dernière fois, c'est à la limite de non-assistance à personne en danger. Absolument. Voilà. À moins que, je vous le dis sincèrement, ces trois, ils ont une seule vision parce que ces trois reçoivent. Qui sont les leur trois, instruction. Belayat, Belkhadim et Ould Abbas, ils reçoivent leur instruction de Tagara. Vous voyez? Et les généraux sont en train de voir. Est-ce qu'il y en a qui sont pour la succession? Ils la préparent. Il y a des commissions. Il y a des comités de soutien à Saïd Bouteflika. Nous allons arrêter là. Nous allons arrêter là pour cette fois-ci. Merci à Arab Azi. Merci Ibrahim Mansour. Merci Faisal Mattawi. Merci Hassina Zegzeg. بقوا على خير بالسلامة.